Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à nouveau ici sur le salon Objectif Green. C'est la dernière conférence spéciale, conférence exceptionnelle, vous l'avez compris. Sur ce morceau, on va parler de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Que reste-t-il en dehors de nos souvenirs? Eh bien, c'est la question que je vais poser dans quelques instants à mes intervenantes et mes intervenants. Mais avant cela, eh bien, nous sommes ravis de retrouver Madame la Ministre des Sports, Madame Marie Barsac, qui a tenu justement à enregistrer un message à votre attention. Bonjour à toutes et tous. Si mon agenda ne me permet pas d'être parmi vous aujourd'hui, je tenais à vous adresser quelques mots à l'occasion de ce deuxième salon Objective Green. Pour nous, les amoureux du sport, la nature est notre stade, notre gymnase à ciel ouvert, notre site d'entraînement. Toutes et tous, nous avons envie de protéger ce terrain de jeu exceptionnel. Je suis convaincue que cette motivation est un atout formidable pour faire du sport une locomotive en matière de transition écologique. Pour cela, nous devons continuer à réfléchir à l'impact de la vitrine du monde du sport. Nos événements. L'été dernier, les Jeux de Paris 2024 ne nous ont pas seulement laissé un magnifique souvenir, ils ont établi un nouveau standard en matière de responsabilité environnementale et climatique pour le secteur événementiel. Paris 2024 est d'abord passé d'une approche du bilan carbone post-événement à une empreinte carbone cible définie 7 ans avant les Jeux. Et l'objectif a été atteint en divisant par 2 l'empreinte carbone de l'événement. Des actions d'évitement, de réduction et de maîtrise des impacts ont été mises en œuvre dans tous les secteurs de l'organisation. La construction d'abord, avec le choix de s'appuyer sur un maximum d'infrastructures existantes ou temporaires. Les opérations de livraison de l'événement aussi, avec des raccordements au réseau d'électricité pour éviter l'usage des groupes électrogènes, avec davantage de repas végétariens ou encore avec le recours massif à la location des appareils numériques. Et enfin les déplacements, avec 100% des sites de compétition desservis par les transports en commun et 415 km de pistes cyclables en Île-de-France. Les Jeux de Paris 2024 ont aussi été plus responsables dans la gestion de leurs équipements, avec une véritable stratégie d'économie circulaire et de seconde vie. Du matériel sportif laissé au club jusqu'aux plus petits objets souvenirs vendus en braderie, c'est l'après-jeu qui a été pensé avant les Jeux. Enfin, que ce soit dans les jardins du château de Versailles, sur les pentes de la colline d'Elancourt ou au Champ de Mars, les Jeux de Paris 2024 nous ont aussi montré qu'il était possible d'organiser le plus grand événement du monde au milieu de la biodiversité, tout en la préservant. C'est un véritable héritage, à la fois en termes d'ambition, de méthode, d'outils et d'action. Un héritage dont le secteur événementiel dans son ensemble, pas seulement l'événementiel sportif, peut et doit se saisir. Ces résultats ont aussi été permis parce que tout l'écosystème de l'événement y a travaillé ensemble. Les équipes du comité d'organisation, les parties prenantes publiques, les partenaires privés, les prestataires et bien sûr les athlètes et le grand public. Nous devons poursuivre cette dynamique et trouver encore de nouvelles solutions pour nos événements sportifs ou non, en se projetant vers les Jeux d'hiver des Alpes françaises en 2030, sur lesquels nous sommes très attendus, vous le savez. Alors, autant commencer dès aujourd'hui. Je compte sur vous et je vous souhaite de très bons échanges. À très bientôt. Jeux Olympiques et Paralympiques, que nous reste-t-il de nos souvenirs? Eh bien justement, on va en parler avec nos intervenantes et nos intervenants. Je vous demande de les applaudir. Marie Floquet, directrice générale des canaux. Benjamin Coubard, chargé de mission réseau et charte des 15 engagements pour le ministère des Sports. Et Damien Pillac, ex-manager Énergie Paris 2024, expert indépendant auprès du CIO. Merci à vous trois de nous avoir rejoints. On a beaucoup de choses à partager parce que des souvenirs, il en reste bien sûr, il en reste beaucoup et vous allez encore une fois, eh bien, avec ce que nous a bien présenté Madame la Ministre, justement, bien rappeler tous les sujets qui ont été justement activés à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Avant, quelques mots peut-être de contexte. D'après le CIO, l'héritage olympique se définit par, je cite, les bienfaits à long terme que les Jeux Olympiques et Paralympiques procurent à la ville hôte, à ses habitants et au mouvement olympique avant, pendant
Et après, justement, la manifestation olympique. Le rapport durabilité et héritage de Paris 2024 affiche les résultats suivants. Empreinte carbone réduite de moitié. Paris 2024 a en effet émis un total de 1,59 million de tonnes d'équivalent CO2, réduisant les émissions de 54,6% par rapport aux moyennes de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Des sites à faible émission carbone, avec 95% des sites, et c'est une réalité déjà existante ou temporaire. Paris 2024 a limité les nouvelles constructions à seulement 3 sites clés, le village olympique, le centre aquatique de Saint-Denis et l'Arena Porte de la Chapelle. Les énergies renouvelables ont quant à elles représenté 98,4% de toute l'énergie produite pour les Jeux. On y reviendra avec vous, Damien. En matière d'économie circulaire, Marie, ce sera également votre sujet. La quasi-totalité des 6 millions de biens des Jeux ont été loués, réutilisés, recyclés ou réaffectés. Réduction du plastique, l'utilisation du plastique a été réduite de moitié. Et puis mobilité à faible impact, 87% des spectateurs ont utilisé des transports en commun ou la mobilité active. On reviendra sur tous ces sujets. On va démarrer avec ma première question. L'héritage des Jeux olympiques et paralympiques a été, et encore bien sûr, sur toutes les bouges. Je cite sur toutes les bouches, Thomas Bach, je vous rappelle sa formule qu'il a empruntée, souvenez-vous, c'était le 14 septembre à l'occasion de la Parade des Champions sur les Champs-Élysées. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 marquent un tournant dans l'histoire du mouvement olympique. Ces Jeux ont été ceux d'une nouvelle ère. C'est important, d'une nouvelle ère. Alors avant d'aller dans peut-être le détail, de vous interroger sur les sujets divers et variés, ma première question va être peut-être simple, c'est de vous présenter. Marie Floquet, l'association Les Canaux a été créée en 2017 et votre mission, Marie, est, je cite, sur votre site internet, de contribuer à faire progresser l'économie engagée. Je vous laisse le soin de nous en dire plus sur déjà les missions de votre association. Merci Pierre, merci pour votre invitation. Je suis très heureuse d'être là pour continuer à prolonger l'expérience des Jeux. Les Canaux est une association d'intérêt général qui aide des petites entreprises, des moyennes entreprises, des entrepreneurs, des porteurs et des porteuses de projets qui se lancent sur des sujets d'économie solidaire ou d'économie circulaire à travers le simple fait de les faire connaître, de faire connaître ces initiatives, de leur apporter des formations, des conseils à travers des ateliers, à travers des programmes de formation et d'accélération, et les aider à se développer économiquement en gagnant des marchés publics et privés. Et ça, j'y reviendrai avec ce qu'on a fait sur Paris 2024. Avec notamment le programme que vous allez bien sûr présenter. Benjamin Coubard, vous êtes chargé de mission développement durable au sein du ministère des Sports depuis 2023. Vous étiez avant chargé d'animation territoriale depuis 2014 au sein de ce même ministère. Exactement, et donc notre ministère est chargé pour le Bureau du sport durable de 2 enjeux principaux. Le premier, celui de la transition écologique pour l'ensemble des acteurs du sport, et le deuxième, l'adaptation des pratiques sportives au changement climatique. On a sur ces 2 enjeux tout un univers de politiques publiques qui sont portés. Vous connaissez peut-être sur les mobilités douces, le savoir rouler à vélo, qu'on porte notamment avec l'éducation nationale. Programme qui est effectivement dans tous les établissements scolaires de France. Damien Pillac, vous étiez manager énergie au sein du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est ça, exactement. En charge de l'alimentation électrique pour 10 sites de compétition. Donc voilà, des sites existants ou des sites, comme disait la ministre, au château de Versailles où il n'y avait rien. Voilà, donc il a fallu créer les réseaux électriques pour l'événement et puis les démonter après. Avant de rentrer encore une fois peut-être dans le détail des questions que j'aurais à vous poser, un sondage de l'Institut Harris Interactive, 7 Français sur 10 estiment que les Jeux laisseront un héritage positif. Donc c'est une bonne nouvelle. Réponse courte, héritage ou pas héritage? Je pense qu'on a déjà la réponse, Damien. Héritage ou pas héritage? Héritage, on a prouvé déjà qu'on pouvait faire un grand événement sportif international raccordé au réseau électrique. Donc c'est quand même... Une première et voilà, un bel héritage. Et puis on a fait un certain nombre de travaux d'amélioration sur des sites existants, sur des zones où il n'y avait rien avant. Donc on a laissé ça en héritage. Donc oui, de l'héritage. Et puis pour les Jeux olympiques suivants, on a fait également un certain nombre de mesures électriques et de consommation durant les Jeux olympiques. Tout ça a été capitalisé par le Comité international olympique et sert maintenant aux Jeux de Los Angeles, qui sont les prochains Jeux d'été, à faire leur dimensionnement électrique. On va y venir après, ne spoilez pas, on va y revenir après, Marie, rapidement, très court. Héritage ou pas héritage? Héritage, bien sûr. Et moi j'adore dire, tous les Français, 7 Français sur 10. Avec une phrase que j'aime bien dire, que si les Jeux olympiques et paralympiques l'ont fait, tout le monde peut le faire.
Même question, héritage ou pas héritage? Héritage, bien sûr, on est d'accord. Oui, héritage bien sûr, et pas que pour les grands événements sportifs, également pour les organisateurs qui ont une dimension locale, départementale. Il y a des outils très concrets qui ont été développés, qu'on continue à porter et qui sont directement liés à l'héritage de Paris 2024. Et c'est tout l'enjeu d'un grand événement, de porter justement la filière pour aller vers les plus petits. Marie, parlons du programme ESS 2024 qui a été pensé dès la phase de candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'était, souvenez-vous, en 2016, votre association Les Canaux a porté donc ce dispositif. Alors, dans les grandes lignes, le dispositif a accompagné 600 structures de l'économie sociale et solidaire. Ces structures, en fait, vous les avez accompagnées pour qu'elles accèdent au marché des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, comment avez-vous approché justement ce programme de SS pour rapprocher un événement mondial à des petites infrastructures, à des petites sociétés? Ça, c'est une ambition dès le départ qui a été présentée dans la candidature de Paris 2024, notamment à Rio, de faire en sorte que les retombées locales, économiques, arrivent sur les petites et les moyennes entreprises de l'économie solidaire et de l'économie circulaire. Et pour ce faire, en fait, il faut imaginer que la Solideo, c'est un peu plus de 2,5 milliards d'euros d'achat de prestations et Paris 2024, c'était 2,7 milliards. Donc sur toute cette manne, il s'agissait bien de dire qu'il y avait un objectif et une ambition forte de faire en sorte que des petits, des locaux, des plus vertueux, en tout cas ceux qui essayent, des structures innovantes sur les thématiques sociales et environnementales, puissent faire valoir leur savoir-faire et remporter des marchés. Alors, vous l'avez dit, on a permis à 600 entreprises de gagner des marchés, mais en fait, on avait 6000 entreprises qui, pendant les 6 ans où on a accompagné Paris 2024 sur ce projet, se sont référencées sur une plateforme qui leur donnait des conseils pour se préparer à répondre à des appels d'offres et à des marchés publics. Donc, toutes n'ont pas remporté des marchés, mais pour autant, derrière, elles ont bénéficié d'un certain accompagnement au développement commercial qui les aide toutes à grandir. Et une entreprise sur 2 que nous avons accompagnée a été lauréate. Voilà. Dans le marché sur le village olympique, c'est ça Alors, je peux vous donner des exemples. Oui, en effet. Donc, déjà, pour vous dire ce qu'on a fait principalement une plateforme qui permettait aux entreprises de se référencer. Donc, nous, d'avoir un vivier à promouvoir auprès des acheteurs. Et derrière, on avait toute une équipe d'animation de cette plateforme qui connaissait très bien les acheteurs et leurs besoins et qui était capable de décrypter l'offre et les demandes des acheteurs. Avec une ambition qui est en fait de lever les freins psychologiques d'un côté comme de l'autre. Du côté des petits pour leur dire les gros ne sont pas tous des gros méchants. Et du côté des gros pour leur dire en fait les petits sont capables de réaliser des prestations de qualité. C'est ça la grosse question. Comment justement on fait pour rapprocher les petits qui ont une image erronée des grands et des grands qui aussi ont une image erronée des petits? Comment on rassemble ce monde-là au-delà d'une plateforme? Parce que ça va même au-delà, j'ai envie de dire, de la plateforme, ça va aussi forcément avec des échanges et avec un objectif commun. Et un projet commun qui est quand même aussi un très beau projet, celui de la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça tient à la connaissance mutuelle, c'est-à-dire ça tient à créer des liens, à les faire se rencontrer, donc à organiser ou participer à des conventions d'affaires dans lesquelles on pouvait réunir les entreprises référencées, à transmettre aussi l'information sur les marchés. Et puis, ça tient aussi à faire connaître, finalement, à prendre le temps pour les acheteurs de découvrir, de connaître toutes les prestations qui pouvaient être réalisées par ce que j'appelle les petits, mais ça n'est plus des petits pour certains. Et donc, pour donner des exemples en fait, de marchés qui ont été attribués, on a eu donc, plusieurs entreprises de l'insertion dans les laveries qui se sont mises en consortium et qui ont créé un groupement pour laver le linge des athlètes dans le village olympique. Et ça a été le 3e marché en valeur remporté par un groupement à hauteur de 2 millions d'euros. On a des entreprises de l'économie circulaire, que moi j'appelle des pure players de l'économie circulaire, comme le Pavé, qui a fourni 11 000 sièges. C'est peut-être d'ailleurs le Pavé qui a fait vos sièges avec le dossier en plastique recyclé et qui ont fourni les sièges du centre aquatique olympique, notamment. Ce marché leur a permis de passer de 3 à 35 personnes en 3 ans. Donc c'est très important sur la capacité d'attraction et d'emballement d'un secteur économique via les marchés. Et puis on a d'autres exemples, comme une entreprise d'insertion à Marseille qui s'appelle Fil Rouge, qui a cousu 100 000 t-shirts pour des bénévoles, par exemple. Alors justement, les freins, parce qu'on est là pour parler des réussites, de mettre en lumière, mais tirer des enseignements, c'est être capable de faire la balance entre les réussites et parfois les freins, je dirais pas jusqu'aux échecs, mais des freins.
Quels sont les freins qui peuvent subsister justement entre ces deux mondes? Et ça fait partie de l'héritage de tirer aussi des enseignements pour continuer à rapprocher ces deux univers, ceux des grands groupes et ceux des entreprises sociales et solidaires. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la technique des achats, mais il y a des freins liés à la rédaction des marchés, à l'allotissement, pas allotissement, le fait de réserver, pas réserver des marchés. Ça, c'est tout un sujet, on va dire, juridique et technique. Il y a des freins psychologiques. On peut prétendre, on peut imaginer, quand on est un gros de l'événementiel et qu'on n'a pas le temps et qu'on a des habitudes, etc., que tout un tas d'entreprises qui font appel à des personnes en insertion, des personnes en situation de handicap, ou qui sont d'une technologie innovante, mais certes pas éprouvée avec 10 ou 15 ans de brevet, délivrent des prestations moins fiables et moins qualitatives que d'autres. Et en fait, ce qu'a montré Paris 2024, c'est que le taux de satisfaction sur les prestations réalisées était de l'ordre de plus de 98% avec ces entreprises-là. Donc quand je disais tout à l'heure, si Paris 2024 l'a fait, avec ses normes internationales, ses standards, sa forte attractivité, tout le monde peut le faire. 98, c'est un sacré résultat. C'est un chiffre qui nous porte bonheur, 98. C'est un chiffre qui nous porte bonheur. Benjamin Coubard, parlons de cette plateforme qui a été lancée aussi à l'occasion des Jeux de Paris par le ministère. C'est la plateforme Coach Climat Événement, présentée en juin 2023. En 2023, c'était il y a 2 ans. C'est une plateforme qui a pour objectif d'accompagner les organisatrices et les organisateurs d'événements vers des actions de décarbonation. Cette plateforme, vous l'avez développée en partenariat avec l'ADEME. Vous allez peut-être nous l'expliquer dans le détail. Quelles sont les ambitions justement de cette plateforme Coach Climat Événement? Et la question qui est importante et qui sous-tend un petit peu justement celui de l'héritage, c'est cette plateforme s'adresse-t-elle aussi bien à des grands organisateurs qu'à des petits organisateurs? Alors là, avec Coach Climat Événement, donc, vous pouvez retrouver sur le site www.coachclimatévénement, événement au pluriel.org. Typiquement, là, on a l'outil qui a été utilisé par les équipes de Paris 2024 pour réaliser le bilan carbone de l'événement. Ça a été une machine énorme. Ils y ont investi beaucoup de moyens, beaucoup de temps, beaucoup de moyens humains aussi. Et dès le départ, l'outil qu'ils ont construit pour eux a été pensé pour l'héritage et pour pouvoir servir ensuite tout organisateur d'événements sportifs en France. Donc cette plateforme, elle est gratuite. Elle est utilisable par n'importe quel type d'organisateur. Le constat que nous, on faisait, qu'on a partagé avec les équipes de Paris 2024 à l'époque, c'est que les organisateurs d'événements sportifs étaient assez nombreux à vouloir y aller, mais le problème, c'est qu'il y a un coût soit financier, soit humain à mettre. Soit on a en interne des personnes compétentes pour réaliser un bilan carbone, ce qui est relativement rare chez les organisateurs, soit il faut faire appel à des cabinets de consultants, et ça coûte très cher, et ce n'est pas forcément à la portée de tous les organisateurs. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter cet outil qui semblait manquer dans le paysage pour permettre à tous les organisateurs de pouvoir... Alors, justement, différents objectifs. Le premier, c'est établir un bilan carbone de son événement, avoir une idée en termes de tonnes, de centaines de kilos équivalent carbone. Que représente mon événement concrètement? Qu'est-ce qu'il pèse en termes d'empreinte carbone? Ensuite, se rendre compte, parmi les différentes thématiques, on demande aux organisateurs, dans le cadre de cet outil qui est vraiment avec une interface très simplifiée, de voir sur l'alimentation, sur les mobilités, sur le numérique, sur la communication, sur le matériel, sur le site, sur la climatisation. Voilà, tout un certain nombre de critères qui sont les plus impactants en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les données spécifiques à leur événement? Et grâce à ça, ils vont pouvoir non seulement donc avoir le bilan global de leur événement, avoir thématique par thématique ce qui impacte le plus. C'est souvent les transports qui impactent le plus. Et ça va permettre, dans ce cas-là, de voir quelles sont les priorités. Est-ce qu'on met la priorité sur le déplacement? Est-ce qu'on met la priorité sur l'alimentation? Et c'est vraiment très utile pour les petits organisateurs notamment, qui doivent se dire on aimerait être au top partout, pouvoir tout faire, mais il va falloir au moins cette année qu'on se fixe des objectifs prioritaires et on essaiera de cranter année par année, d'y aller progressivement. Ça leur permet vraiment d'établir un plan d'action. Et c'est enfin là où je veux en venir dans cet outil-là, c'est que non seulement on a le bilan, on a point par point la proportion et les priorités à établir, et en plus, ça nous permet d'avoir un plan d'action. En fait, Paris 2024, ils sont allés dans la construction de cet outil jusqu'à entrer les solutions que eux avaient trouvées pour diminuer leur empreinte carbone, ce qui fait que c'est un vrai outil d'aide à la décision qui permet de construire son plan d'action avec plus de 200 propositions qui sont faites en fonction des données qui sont rentrées, du diagnostic qui est établi pour réduire l'empreinte carbone. Et l'outil va jusqu'à calculer le gain.
Et donc on sait aujourd'hui que on a depuis 2023 plus de 1500 événements qui ont construit leur plan d'action grâce à Coach Climat Événements et qui ont réussi à obtenir un gain de 24%. Alors c'est sur le plan d'action. On n'a malheureusement pas la possibilité de savoir en réel ce qui a pu être mis en place concrètement, ce qui a marché ou pas par rapport au plan d'action. Mais en théorie, rien que le plan d'action et le fait d'avoir pu utiliser l'outil pour orienter la politique, on est sur un gain de 24% de réduction de l'empreinte carbone des événements. Après, j'imagine que forcément, les données, on est capable de les réactualiser, d'avoir bien sûr à chaque fois bien sûr, des nouvelles données entrantes pour encore une fois accompagner au mieux les organisateurs. Complètement. Là-dessus, on bénéficie. Alors, j'ai oublié de présenter quelque chose d'important, c'est qui porte. Il y a le ministère des Sports, mais il n'est pas seul. Il y a le Comité national olympique et sportif français, parce que les fédérations figurent parmi les plus importants organisateurs d'événements, ne sont pas les seuls. Il y a d'autres organisateurs à but lucratif, mais les fédérations, on veut vraiment les embarquer. Donc, on a le CNOSF avec nous pour ça. Et sur le volet expertise technique, on a nos collègues de l'ADEME, qui nous permettent année après année de pouvoir actualiser, de garantir que les données qu'on utilise sont bien pertinentes sur le territoire et restent actualisées et actuelles année après année. Damien, on le disait, ça fait du bien de dire que les Jeux de Paris ont marqué l'histoire du sport mondial, ont même marqué l'histoire de l'humanité, parce que des événements d'envergure sont aussi l'occasion, bien sûr, d'innover. Et c'est le cas, encore une fois, sur la partie énergie. On a présenté des chiffres d'un côté et on va présenter également les solutions de l'autre. Première fois dans l'histoire, un raccordement de Jeux olympiques et paralympiques sur le réseau public. C'est un sacré sujet, 42 sites de compétition, 200 zones de célébration sur tout le territoire, plus de 8000 opérations et chantiers, 100 millions d'euros investis pour justement avoir un réseau capable d'absorber un petit peu toute la demande de cet événement, avec bien sûr le reste de la demande courante, à savoir celui des entreprises, des particuliers bien sûr. Quels étaient les enjeux d'un tel objectif? J'imagine que ça a dû être titanesque et que ces sujets-là ont été préparés bien longtemps à l'avance. Quels étaient les enjeux d'un tel objectif qui sont vraiment partie intégrante de l'héritage? Les enjeux, je pense que tu les as un peu dit dans les chiffres. 8000 chantiers, donc imaginez 8000 chantiers à gérer sur en gros à peu près 5 ans. Donc voilà, une mobilisation forte des acteurs. Donc le gestionnaire du réseau qui est Enedis, qu'il a fallu accompagné parce que Enedis travaille sur des projets de construction de bâtiments, de raccordement de maisons, de bâtiments, mais pas sur de l'événementiel. Donc il a fallu quand même accompagner Enedis sur ce volet-là, qui n'est pas son domaine. Et puis nous, anticiper, voilà, on peut pas faire des travaux n'importe quand sur la porte de Versailles, par exemple, parce qu'il y a des salons, parce qu'il y a un taux d'occupation et de rotation qui ne nous permet pas de faire des coupures quand on veut pour changer un câble, parce que c'est aussi ça l'héritage. On parlait d'héritage, tu m'as coupé, alors j'ai fait court, mais mais en héritage, par exemple, on a changé un certain nombre de câbles d'alimentation dans Paris pour permettre de passer d'anciens câbles. En fait, on a anticipé des maintenances côté Enedis et on a accompagné ces modifications-là. On a également dans les défis, c'est sur les stades de foot, aller voir les stades de foot, les rencontrer et leur dire aujourd'hui, c'est peut-être plus normal que vous tourniez sur le groupe électrogène pendant le match. Donc voilà, c'est accompagner aussi les sites existants pour leur dire voilà, je pense qu'on est mûr maintenant en termes d'énergie pour basculer sur un réseau électrique. On a des systèmes qui nous permettent d'avoir des secours si jamais on perd le réseau électrique. Ça peut arriver. Je ne sais pas si ça vous est arrivé récemment chez vous d'avoir une coupure électrique. Moi non, mais ça peut arriver. Donc en fait, il faut quand même qu'on se prémunisse de ça. Et il y a des solutions qui permettent que le match continue sans que le spectateur qui est dans le stade ou vous qui êtes devant votre télé, vous soyez perturbé. Et ce n'est pas anodin parce que ça a des conséquences bien sûr pour l'événement, le modèle économique de l'événement et donc pour l'organisateur, à savoir le CI aussi. Demain, coupure sur une épreuve, ça a forcément des grosses conséquences. Ce n'est pas anodin. Des conséquences notamment bien sûr d'un point de vue économique, sécuritaire, à plein d'égards, ça a de nombreuses conséquences. Imaginez la finale du 100 mètres et qu'il y ait une coupure en plein milieu. Aujourd'hui, s'il y avait eu une coupure électrique du réseau pendant le 100 mètres, on aurait pu terminer, avec les moyens qu'on avait mis en œuvre et ce qu'on avait fait comme test, on aurait pu terminer le 100 mètres, il aurait été chronométré, vous l'auriez vu chez vous et ça aurait été commenté, il n'y aurait pas eu de problème particulier pour terminer la course. Damien, comment cet exemple de raccordement au réseau peut-il être répliqué
au reste des événements organisés sur notre territoire. On a des exemples de régions qui sont un peu moins desservies, qui ne produisent pas non plus d'énergie sur leur propre territoire. Comment on fait pour raccorder des événements au réseau En France, on n'a pas de difficulté aujourd'hui pour avoir un raccordement électrique au réseau. Donc après, pour que ça perdure et pour que ça continue, moi je vois principalement deux leviers. En fait, c'est le biais réglementaire. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on décide de dire n'importe quel événement doit avoir un raccordement au réseau? Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ou alors on le fait de manière indirecte, comme on le fait sur il y a un décret tertiaire là qui est passé sur les bâtiments. Voilà, les bâtiments d'une superficie de 1000 m², sur lequel il y a un objectif de réduction d'impact carbone à l'horizon 2050, 2060, etc. On peut imaginer que sur des événements sportifs ou culturels, si c'est des événements récurrents, vous devez, la loi peut. Et puis après, c'est la volonté des organisateurs. Est-ce que les organisateurs ont la volonté de se raccorder au réseau, de changer leur manière de faire? C'est aussi ça qui va driver ce changement culturel. On parlera aussi, au-delà du raccordement au réseau, des solutions, des packs batteries, de tout ce que vous avez développé aussi sur le renouvelable pour justement penser aussi à des événements qui sont éloignés du réseau et qui doivent penser à des alternatives, parce que c'est un vrai sujet. Marie, aux côtés de vos partenaires, vous avez présenté le 28 janvier 2025 la Fabrique des marchés responsables. C'est un dispositif d'accompagnement aux entreprises engagées dans l'économie sociale et solidaire. Ce parcours, il inclut un diagnostic flash, des formations spécifiques, une hotline d'assistance, un soutien stratégique également pour leur permettre de créer leur offre. La Fabrique des marchés responsables, en fait, c'est un peu dans la continuité du programme ESS 2024 que vous nous avez présenté. Comment ce dispositif, justement, il s'intègre et il peut pérenniser l'héritage des Jeux pour rapprocher, encore une fois, les grands groupes et les sociétés de l'économie sociale et solidaire? Voilà, là on est dans le dur de l'héritage. C'est ça. C'est exactement ça. Merci. Oui, la Fabrique des marchés responsables, en fait, par rapport à ce que moi je viens d'entendre aussi, ce que tu disais, Benjamin, notamment sur les défis qui ont été fixés aux organisateurs des Jeux, il y a une compétition dans la compétition pour tous ceux qui sont en coulisses, en fait, et qui du coup se lancent des défis parce qu'on avait une ambition très très élevée d'arriver à des belles performances environnementales et sociales. Et ce qu'il en résulte, c'est une énorme fierté. Et de cette fierté arrive derrière la possibilité de construire ensemble quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on a fait, nous, avec la Fabrique des marchés responsables, c'est que la fierté qui a été au cœur vraiment de la réussite de ESS 2024 a donné envie, bien sûr, à notre association, mais soutenue, c'est ça surtout qui est important, par ses partenaires que sont la Ville de Paris, la Métropole du Grand Paris, le département de la Seine-Saint-Denis, la Direction régionale de l'Emploi, le ministère des Finances et d'autres que je vais citer après, de dire, en fait, on ne va pas s'arrêter ici. C'est pas possible. On a fait un truc tellement génial, il faut que ça continue. Et donc, en fait, ce qui continue, c'est un programme qui continue de mettre en avant tout un vivier d'entreprises socialement, environnementalement plus responsables, plus bonnes élèves, on va dire, que d'autres, et de les présenter aux acheteurs publics et privés, donc à des collectivités, à des grands projets aussi d'investissement. Donc à tous les secteurs de l'économie. Tous les secteurs de l'économie, c'est-à-dire que du coup, on ne se concentre pas exclusivement sur le sport. Et ça nous permet en fait de mettre en avant cette capacité qu'ont aujourd'hui les collectivités à être pourvoyeurs de marché et à trouver des ressources, des prestataires, des fournisseurs de l'économie sociale, solidaire et circulaire pour y répondre. Donc ça, c'est un gros programme qu'on a lancé. Et donc je vais quand même citer deux partenaires importants qui sont la fondation JP Morgan Chase et BPI France qui soutiennent également cette initiative. La région sud aussi vers laquelle on s'est tourné puisqu'on est présent dans le sud, qui vont nous aider à développer le reste de ce programme-là et donc à faire en sorte que quelque part, ce qui s'est passé de magique pendant les Jeux soit en fait quotidien. Tout à l'heure, on tirait un bilan à 600 entreprises. Est-ce que vous avez des objectifs là, peut-être à moyen terme pour ce... On avait des objectifs à 1000 entreprises à la fin de l'année référencées. On en est à 650 en 4 mois, donc on est très très heureux. Et ça nous a donné aussi d'autres idées qui vont peut-être plus intéresser le public qui est présent ici, enfin plus en complément.
c'est que sur la partie, le volet purement événementiel, sportif mais événementiel en général, on s'est dit on ne peut pas s'arrêter là non plus. Donc on a bien compris que nous, on avait intérêt à promouvoir tout un tissu économique performant, et cette fabrique des marchés responsables nous permet de le faire avec un levier qui est les achats et les appels à projets. Mais ce qu'on va faire en 2026, c'est qu'on va lancer un accélérateur de la filière économie circulaire événementielle. On a aujourd'hui des programmes d'accélération sur le bâtiment et sur le textile. Mais on va travailler sur l'événementiel circulaire parce que ça nous semble tellement important. Et on pourra aussi travailler sur le retour d'expérience de toutes les entreprises qu'on connaît. Je vous citais tout à l'heure le pavé avec les fauteuils sur lesquels vous êtes assis, mais je n'avais pas fait attention à ces gourdes Gobi de l'économie circulaire. Et je ne sais pas si vous avez un fonds Platane, mais c'est aussi une entreprise qu'on référence. Donc en fait, l'événementiel a énormément de prestataires possibles pour améliorer ses performances énergétiques, environnementales et sociales. Et on va vous les faire connaître encore plus. C'est des exemples que vous nous partagez qui sont bien sûr bien concrets et on vous en remercie. Benjamin, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a mis en place la boîte à outils de Paris 2024 pour partager les meilleures pratiques en matière d'éco-conception d'événements. C'est un dispositif en open source où l'on retrouve de nombreux documents. Alors ça va du marché public aux documents juridiques de clause de compétences en passant par la campagne de communication. Quel est l'objectif de cette boîte à outils? Elle est en open source, donc à disposition de tous. Et encore une fois, la question qui sous-tend, parce qu'on a l'héritage, est-ce que ce dispositif-là, il est destiné à tout le monde? Alors effectivement, sur le comité d'organisation des Jeux Olympiques, on a nous pu récupérer avec le Comité national olympique et sportif français et nos collègues de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, plus de 400 ressources de la part de Paris 2024. Et c'est vraiment des ressources tous azimuts. On a des fiches de synthèse de 4 pages, par exemple, qui ont été réalisées par l'ADEME sur les différentes thématiques, que ce soit les transports, que ce soit l'alimentation, que ce soit les déchets, l'empreinte numérique, etc. Donc des choses qui sont très concrètes, très faciles d'utilisation pour un petit organisateur qui aurait, par exemple, 200 participants. On va avoir les stratégies de Paris 2024, on va avoir des kits de com utilisés par Paris 2024 en open source, donc ils peuvent être réutilisés par les organisateurs. On va avoir des choses, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, très poussées. On va retrouver très concrètement tout ce qui est juridique, des cahiers de clauses de compétences. On a véritablement ici des ressources presque à maxima dans lesquelles les organisateurs peuvent piocher. Et ça, c'est un vrai gain de temps pour les organisateurs. Tout le travail finalement qui a été réalisé par Paris 2024 sur l'ensemble des thématiques du développement durable, c'est directement réutilisable, réexploitable par les organisateurs. Ici, alors, on a effectivement tout un lot de ressources qui sera bientôt disponible sur le site du ministère sports.gouv.fr dans une version relativement basique. L'objectif pour nous, c'est que d'ici octobre, on arrive à une boîte à outils qui soit la plus interactive possible et en fonction de l'organisateur que je suis, de la dimension de mon événement, de ce que je recherche comme type de ressources ou comme type d'engagement sur lequel je veux aller en priorité, en fonction de moi, ma priorité d'organisateur, je vais pouvoir trouver la ressource la plus adaptée à mon besoin. Alors, on a aujourd'hui principalement l'ensemble des ressources léguées par Paris 2024. Pour nous, l'objectif, avec l'accompagnement des fédérations et des autres organisateurs d'événements sportifs, c'est de continuer à faire vivre cette boîte à outils, de faire en sorte qu'elle ne s'arrête pas en 2024 avec l'expérience des Jeux, mais que tout organisateur d'événements, s'il crée des ressources, s'il crée des outils qui puissent être directement exploitables par d'autres ou réutilisables par d'autres, s'il accepte de mettre ça en open source, il puisse déposer à son tour sur la boîte à outils et l'alimenter. Donc que finalement chaque organisateur puisse poser sa pierre à l'édifice de cet héritage qu'on se veut vraiment mis en commun entre tous les organisateurs. Je me tourne vers Monsieur Énergie, Damien, pour parler des solutions qui ont été expérimentées justement à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Déploiement de solutions solaires d'envergure, parce que les solutions solaires elles étaient déjà éprouvées bien avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais par contre des solutions solaires d'envergure, là vous allez nous détailler un petit peu ce qui a été fait en la matière. Utilisation de biofuel HVO, groupe électrogène à hydrogène. Quelles ont été les solutions éprouvées et quelles sont celles qui n'ont pas finalement affiché un résultat concluant? On démarre sur les solutions éprouvées. Éprouvées. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il y a des endroits où on ne peut pas amener le réseau. Je prends l'exemple de la colline d'Elancourt, certains endroits dans les jardins du château de Versailles. On a eu des difficultés à amener le réseau électrique jusqu'à certains points. Donc, en fait, il a fallu trouver des solutions.
Et là, on a testé, on a mis en œuvre plusieurs solutions. Donc, par exemple, sur l'Aviron, c'est un bassin qui fait plus de 2 km. Donc, au départ, vous êtes un peu à 2 km en fait, du centre un peu où il y a l'alimentation électrique. Donc là, on a testé les panneaux photovoltaïques sur plus de 200 mètres. On a déployé des panneaux électriques et des panneaux photovoltaïques couplés à une batterie, voilà, pour faire simple, pour stocker l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques et nous permettre d'alimenter toute la zone du départ de l'aviron où il y a du chronométrage, il y a des caméras, et ça a très très bien fonctionné, voilà, sans difficulté majeure. Alors je vous dis pas qu'on n'avait pas prévu quand même un secours au cas où, parce que voilà, on s'était un peu bâché comme on dit, mais voilà, on a testé cette solution-là et elle a très bien marché. Elle a très bien marché aussi au château de Versailles où on a alimenté tout un secteur en fait d'entrée des spectateurs en fait avec cette solution-là. Donc ça a plutôt bien marché. Donc globalement, on a utilisé aussi pas mal de petits packs batteries, voilà, des petites batteries qu'on chargeait soit sur le réseau électrique, soit avec des moyens, alors type groupe électrogène là par contre. On n'avait pas trouvé autre chose. Mais même ce combo-là, finalement, entre un groupe électrogène qui vient charger une batterie et après la batterie qui délivre, en fait, on arrive à optimiser l'utilisation, la consommation du groupe électrogène. Donc, c'est pas parfait, mais c'est une solution quand même assez optimisée. Et après, vu que c'est la batterie qui va fournir l'électricité aux utilisateurs, et finalement, on va leur fournir exactement ce qu'il faut. On va pas faire tourner le groupe électrogène un coup à 30%, un coup à 60%. Donc voilà, c'est pas parfait, mais c'est un bon combo qui améliore quand même la consommation de fuel. Et puis, on a testé les groupes électrogènes à hydrogène. Et là, on s'est heurté à une difficulté plus réglementaire, en fait, qui est le stockage de l'hydrogène sur un site accueillant du public. Bon, voilà, c'est Pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, en fait, aujourd'hui, alors bon, vous pouvez transporter de l'hydrogène sur un camion sur la route sans grande difficulté, mais par contre, dès que vous faites un événement, il faut un périmètre de sécurité autour. Ça encore, pourquoi pas. C'était au golf, donc au golf national, on a quand même une possibilité de faire un périmètre. Mais il y a des moyens à mettre en œuvre pour lutter contre l'incendie qui sont quand même assez importants et donc du coup qui nous ont nous limités dans l'utilisation du groupe électrogène-hydrogène. Benjamin, en France, 2,5 millions d'événements sportifs sont organisés chaque année. On est vraiment un pays du sport, que ça ne pèse aux détracteurs. Et pour réduire leur impact sur l'environnement, une charte a été éditée par le ministère et WWF de 15 engagements éco-responsables. Cette charte a vu le jour avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était en 2017. Et vous me disiez, pour préparer un petit peu cette conférence, que cette charte a été vraiment la boussole pour développer un petit peu et présenter tous les sujets qui ont été ici même présentés. Parlez-nous un petit peu de cette charte et pourquoi, au final, ma question est simple. Pourquoi cette charte, finalement, a été la boussole en fait, qu'est-ce qui a en fait, créé l'approche, pas la philosophie, mais en tout cas la politique pour derrière, après, irriguer un petit peu et conduire au succès de ces Jeux olympiques et paralympiques? Bien sûr, alors cette charte, elle décline directement des objectifs développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. Voilà, elles sont déclinées par nos collègues du ministère de la Transition écologique, par l'ensemble des ministères en France. Et donc le ministère des Sports prend sa part. L'objectif pour nous, c'était de pouvoir les décliner d'abord en interne avec nos établissements sportifs de manière obligatoire, aussi comme phase de test, en se disant avant d'aller la proposer aux autres, construisons déjà des outils pour nous, testons-les, voyons si ça marche. Et effectivement, à la fois, nos établissements sont partis, ont eu des résultats, et en plus, ça a permis de fédérer les équipes en interne, puisque ça fait du sens aussi de travailler au développement durable. Et c'est vraiment ce sur quoi les équipes de Paris 2024 ont aussi travaillé, c'est-à-dire que le management interne à l'événement, en termes de sens, ça irriguait l'ensemble des équipes. Et c'est ce vers quoi on veut, nous aussi, embarquer les futurs organisateurs d'événements sportifs. Alors depuis 2017, on a pu, riche du succès auprès de nos établissements, embarquer les organisateurs volontaires, les organisateurs d'événements volontaires. Ça marche. Du coup, on embarque également les organisateurs qui ont des fonds publics du ministère des Sports de manière obligatoire.
La démarche pour l'ensemble, tout organisateur peut signer une charte de manière volontaire. Ceux qui obtiennent des subventions, là, c'est obligatoire. On estime que c'est la contrepartie. À partir du moment où il y a de l'argent public, il y a une obligation en matière de développement durable. Et c'était aussi ce qui était à l'œuvre au sein de Paris 2024. Et on embarque également les fédérations de manière obligatoire depuis cette année. Les fédérations ont tout récemment signé leur charte et donc là aussi on embarque l'ensemble des fédérations, non pas sur les événements qu'elles portent, ça c'était déjà le cas, mais sur leur organisation au quotidien, vraiment au jour le jour, l'ensemble des fédérations françaises en termes d'image de ce qu'elles véhiculent, d'exemplarité, doivent pouvoir s'engager sur ces chartes-là. Donc c'est vraiment se dire qu'on a un outil unique pour l'ensemble des acteurs, qui soient internes, qui soient des partenaires directs que sont les fédérations, qui soient extérieurs avec des organisateurs. On est tous embarqués dans la même logique. Il y a des choses qui marchent, donc on ne va pas demander plus ou moins aux autres qu'à nous. On demande la même chose à tous. Et le gros avantage de cette stratégie-là, c'est que les bonnes expériences des uns servent à tous et que nous, on peut mutualiser les expériences, on peut mieux conseiller, mieux accompagner, sachant qu'on s'applique à nous les mêmes règles que celles qu'on propose aux autres. En plus, ces fédérations qui sont plus sous la tutelle de votre ministère, donc effectivement, le caractère obligatoire, on le comprend, on le devine quand vous nous le dites. Damien, après les Jeux de Paris, vous êtes devenu membre indépendant du CIO. Vous serez aussi bien pour le CIO que pour les Jeux de Milan et les Jeux olympiques les Jeux de la jeunesse à Dakar. Vous serez mandaté sur les sujets énergie que vous avez développés pour Paris 2024. Alors sur les sujets énergie, il faut prendre les spécificités bien sûr des pays, des territoires. Il y a quand même des logiques qui vont peut-être s'appliquer à Paris, mais pas à Dakar et à Milan. Il y a une ambition forte et celle de Thomas Bach en disant qu'effectivement on a basculé dans une nouvelle ère grâce aux Jeux de Paris. Sur la partie énergétique, quelle suite donner pour les Olympiades, notamment celle d'hiver l'année prochaine et à Dakar au Sénégal en 2026. Est-ce que les ambitions finalement sont les mêmes et comment est-ce que vous allez faire pour déployer ces ambitions-là ? Alors, les ambitions restent complètement les mêmes. On peut même inclure Los Angeles, qui est sur les mêmes ambitions de raccordement au réseau. Donc Milan, c'est déjà bien avancé, bien parti. Donc voilà, ils ont fait leur campagne de travaux depuis à peu près 5 ans. Ils arrivent au terme là. Donc voilà, on aura des jeux également d'hiver reliés au réseau à Milan. Si je prends dans l'ordre, après il y a Dakar. Donc Dakar, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse, voilà, qui auront lieu en octobre-novembre 2026. Là, effectivement, c'est ce que tu dis. Voilà, sur le principe, on part sur un raccordement au réseau. Les sites seront, quoi qu'il arrive, raccordés au réseau. Après, on a des difficultés de fiabilité du réseau. Voilà, donc, il y a régulièrement des coupures. Voilà, si je prends Dakar, Dakar même, ça va plutôt bien. Donc, les épreuves qui auront lieu dans Dakar, elles auront probablement une connexion au réseau et des solutions de secours comme on avait sur Paris. Après, les sites qui ne sont pas dans Dakar même, voilà, il y a à peu près, il faut vous imaginer à peu près 40 coupures par an. Donc, ça fait à peu près 3-4 par mois. Des coupures de 2 à 3 heures, donc ça sera difficile de se dire qu'on part sur le réseau, même si on a toutes les solutions de secours qu'il faut. Donc là, voilà, c'est là où le CIO aussi accompagne et le comité d'organisation dans la stratégie à dire peut-être que sur les endroits où on n'est pas sûr, on sera connecté au réseau, mais par contre sur les 4, 5, 6 heures où on fera la compétition, on va basculer sur le groupe électrogène et on reviendra après sur le réseau. Et sur le reste des énergies renouvelables, avec le solaire par exemple, est-ce qu'il y a des sujets Alors, sur les Jeux Olympiques d'hiver, là, c'est un peu plus compliqué au niveau. Ah oui, je pensais plutôt à Dakar. Et Dakar, Dakar a vraiment pris même déjà le tournant eux-mêmes, puisqu'ils ont un stade qui est plutôt récent à Dakar et qui a toute une installation d'ombrières avec des panneaux solaires. Et donc, ils produisent leur électricité, une partie de leur électricité via des panneaux solaires. Et en fait, c'est marrant parce que je pense qu'à peu près tout le monde a vu à l'entrée des grands panneaux solaires avec une structure là juste à côté de la tente à l'entrée qui est proposée par Revolt. Et c'est typiquement ce genre de solution, je pense, qui est complètement adapté à ce genre d'événement. C'est-à-dire qu'on va avoir des sites de compétition où les consommations électriques seront relativement faibles. Et ça, c'est une solution quasiment autonome avec un panneau solaire qui vient soit produire en direct, soit recharger une batterie et qui permet en fait d'avoir de l'électricité en continu. Et si jamais on a un souci particulier, ils ont même intégré un petit groupe électrogène qui permet de recharger la batterie au cas où. Donc,
En fait, c'est des solutions assez autonomes qui, sur des endroits où le réseau électrique est peu fiable, peuvent venir compléter ou même prendre le relais le temps de l'épreuve. Donc on peut déployer à grande échelle. On peut déployer à grande échelle. Après, il faut toujours trouver les solutions. Si je reviens sur Paris 2024, rapidement, la colline d'Elancourt où il y a eu le VTT, on a échangé avec le CIO à un moment donné parce qu'on n'arrivait pas à avoir 2 lignes de raccordement au réseau électrique, ce qu'on avait sur tous les sites. Et donc, en fait, le CIO, avec son expérience, nous a dit, écoutez, le VTT, c'est 2 jours d'épreuve. L'épreuve dure 2 heures. Donc en fait, on peut se permettre de prendre le risque, entre guillemets, d'avoir qu'une seule connexion au réseau et après avoir tous les secours nécessaires sur site. Donc c'est aussi ça, le rôle du CIO, c'est venir nous aider en tant que comité dans des choix stratégiques et également financiers. 600 sociétés accompagnent à l'occasion des Jeux de Paris. Marie, on est bientôt en 2030, c'est dans 5 ans. Et j'imagine que là aussi, bien sûr, en plus du dispositif de la fabrique qui va s'élargir à tous les secteurs de l'économie, je suppose que vous allez forcément déployer aussi pour Alpes 2030 avec des objectifs encore plus ambitieux. On en rêve absolument. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on est en train de lancer la fabrique, notamment en région sud PACA, donc avec la possibilité d'arriver avec un panel d'entreprises d'insertion, d'entreprises de l'économie circulaire locale, qui seront en mesure de répondre à tous les besoins, ou une grande partie des besoins exprimés par les organisateurs de Alpes Française 2030. Donc oui, on attend que le téléphone sonne et que les ambitions soient clairement affichées aussi, parce qu'on aurait quand même du mal à être une caution sociale, environnementale de jeux qui n'ont pas envie de l'être pour l'instant, et c'est pas franchement annoncé comme tel. Voilà. Damien, vous vouliez peut-être... Oui, tu parlais de 2030. Typiquement, 2030, donc déjà, il y a des chantiers à mettre en œuvre. Et il y a assez peu sur la partie énergétique, il y a assez peu de choses qui vont être construites. Il y a une patinoire à Nice dont on parle, un village. Typiquement, je rejoins un peu l'ambition. J'espère que ces constructions-là vont intégrer, par exemple, des panneaux photovoltaïques sur l'infrastructure. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire quand on va... je suis allé à Dakar, ils ont fait ça sur un stade de foot. Pourquoi on ne serait pas capable de faire ça sur une patinoire je pense qu'il y a des choses à faire sur 2030. Marie. Et puis voilà, en fait, c'est le thème de cette conférence. Si on parle d'héritage derrière, c'est bien que ce genre d'événements, de grands événements sportifs internationaux, doit vraiment permettre de transformer une physionomie de territoire dans le bon sens. On va se tourner justement vers celles et ceux qui nous suivent, qui peut-être ont des questions à vous poser. Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Mais que reste-t-il en dehors de nos souvenirs? Je pense qu'on a lancé quelques pistes, mais vous avez probablement peut-être quelques questions à poser à notre intervenant, nos intervenants. Oui, nous avons une question. Nous allons peut-être prendre un micro. Voilà, on va bien aller à votre rencontre. On va juste vous inviter à vous présenter et à poser votre question, soit à nos 3 intervenants, soit à l'un des 3. Bonsoir. Bonsoir, Samuel Brouillet, je suis directeur technique chez Zébulon Régie, qui est une entreprise de direction technique. J'ai travaillé 11 mois sur la cérémonie des Jeux Olympiques. C'était pas tant une question qu'une manière de rebondir sur les propos de Damien, un peu interpellé par l'idée de systématiquement proposer des infrastructures de raccordement au réseau. Peut-être que sur certains sites événementiels très récurrents, il y a évidemment un intérêt. Pour vous expliquer un peu l'histoire, cérémonie, j'arrive en septembre 2023, à l'époque, préfiguration énergie sur toute la Seine, 12 km de quai, sur de la basse tension, haute tension construite, bilan carbone, rétropédalage. Le bilan carbone des infrastructures et l'héritage derrière est plus coûteux que des groupes électrogènes. Et en fait, on a eu quelques arrivées réseau, mais beaucoup de groupes, parce que d'un point de vue purement impact carbone, c'était plus coûteux de mettre des travaux en place. Ce qui ne contredit pas du tout ce que vous dites, mais sur en fait une cérémonie qui dure 4 heures, en fait, le curseur il est plus sensible en fait que sur un espace événementiel récurrent dans lequel on va faire 30, 50 événements à l'année, et où évidemment des grandes arrivées énergétiques et électriques sont pertinentes. Très bien. Totalement juste. C'est là où ça rejoint ce que je disais sur les défis en fait en termes d'anticipation. C'est-à-dire que si on arrive à anticiper un événement, on peut
le penser en héritage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que si on fait tout un tas de travaux, basse tension, haute tension, pour 4 heures d'événement, ouais, là, le bilan carbone, il n'est pas bon. Par contre, si on fait des travaux qui vont servir après pour exploiter, je ne sais pas, un nouveau bâtiment, une installation qui est prévue, et c'est là où, sur Alp 2030, c'est là où, pour moi, sur la partie énergie, ça a beaucoup joué. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de la montagne, des stations, pour est-ce qu'on investit ou est-ce qu'on n'investit pas, en fait. Après, un vrai. Voilà, un sinon, véritable après. ça perd de son intérêt. Et voilà. D'autres questions ou peut-être même réactions avant de bien conclure cette dernière conférence des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 pour Objective Green. Eh bien, je vais vous demander, puisqu'il n'y a pas de questions de réaction, eh bien, d'applaudir et de remercier encore une fois Marie Floquet, Benjamin Coubard et Damien Pillac. C'est sur ces échanges, et ça faisait du bien de se remémorer et de représenter un petit peu tout ce que notre pays a fait. On peut être ravis de ces belles réussites. Merci pour vos engagements, merci pour vos témoignages. On va bien sûr saluer toutes les parties prenantes de cet événement, les organisateurs d'Objective Green, les organisateurs également du Forum de la billetterie, tous les exposants, tous les partenaires, toutes les équipes également techniques qui ont fait un véritable travail là-dessus. Merci à vous toutes et à vous tous et on se retrouve bien sûr pour de nouvelles conférences, de nouveaux événements avec Objective Green et le Forum de la billetterie.